Un gosse qui n'a pas 7 ans chiale au sortir du vieux faubourg, où ça sent la peine et l'amour, et je m'arrête là longtemps. Moi dont le cœur saigne ce soir, tout rouge en un silence atroce, je m'arrête sur le trottoir à regarder chialer ce gosse. Pleure, pleure, mon petit gars, dis-moi pourquoi pleures-tu pour rien? Mais pleure, ça me fait du bien. Pleure pour moi qui ne peut pas. Bonsoir. Ce soir, je vous propose une conférence extrêmement sérieuse sur Gaston Coutet. Et puis, un petit côté récital avec quelques textes choisis dans son grand répertoire. Je vous propose donc un bond en arrière de presque 150 ans, puisque Gaston Coutet est né en 1880. Et un bond en arrière pour, à travers les textes de Gaston Coutet, un tour d'horizon d'une société en majorité paysanne qui a bien changé, mais dont nous sommes issus, tous et toutes. Je vous conterai aussi Gaston Coutet, sa vie, son parcours et quelques anecdotes, parfois savoureuses. On peut se demander en 2023 ce qui peut bien valoir à Gaston Coutet, mort en 1911, dans sa 31e année, une audience que bien d'autres poètes ont perdue. La réponse est dans ses textes, bien sûr. C'est le sourire aux lèvres et le couplet joyeux à l'esprit que Gaston Coutet a fustigé l'hypocrisie sociale et cinglé le vice humain. Il a chanté la splendeur de la nature, célébré la vie et prêché l'amour. Mais Coutet est aussi un poète de la Révolution. Sa poésie est sociale, engagée. Il n'a que faire de cette poésie qui n'existe que sur le devant des estrades, qu'au pied des monuments. Cette poésie qui a 12 pieds pour mieux sauter par-dessus votre misère. Il prenait pour cible les profiteurs, les possédants, les repus, les oppresseurs de tout acabit. Il dénonçait l'injustice, l'hypocrisie, la veulerie, la couardise, le nationalisme, la connerie. Autant de mots qui nous sont familiers et d'attitudes qui nous habitent parfois. Gaston Coutet est né le 23 septembre 1880 à Beaugency, près d'Orléans. Nous sommes à la limite de la Beauce et de la Sologne. Et puis, peu de temps après, la famille Coutet s'installe quelques kilomètres plus loin, à Mains-sur-Loire, où son père, riche minotier, exploite le moulin de Clan, baigné par la rivière Les Mauves. Et alors, si jamais vos pas vous conduisent dans cette région, arrêtez-vous à Mains-sur-Loire, au moins pour cette rivière, les Mauves, qui est si poétique et qui serpente un peu partout. Quand on se promène dans Mains, d'un seul coup, hop, on la croise, elle est là. Il est intéressant de noter, toujours pour Mains-sur-Loire, il est intéressant de noter que cette ville vit avant Coutet Jean de Clopinel, dit Jean de Mains, qui, au XIIIe siècle, termina le roman de la Rose, laissé inachevé par Guillaume de Loris. Et voici ce qu'écrivit au XIIIe siècle Jean de Mains. Les hommes devinrent faux et tricheurs.
Ils s'attachèrent aux propriétés, ils partagèrent le sol même, et pour le partage, ils firent des bornes. Ils se battaient entre eux, s'enlevant ce qu'ils pouvaient. Ils furent dès lors bien plus à plaindre, ces hommes du malheur, car ils n'eurent plus aucune sécurité le jour où ils s'approprièrent par cupidité ce qui était commun auparavant, comme l'air et le soleil. XIIIe siècle. Chose étrange, s'il peut exister encore des bornes sur la terre, c'est peut-être parce que l'imbécilité humaine n'en a pas. Ouais, l'arpenteux, prends tes outils puis arrive. Le vieux est défunt. Revenons de sa messe duitive. Traîne ta chaîne et ton équerre de coin en corne. Et toi le carrier, trie-moi et m'écarie, 4 pierres la moins glive. Voilà ce qui me revient, qu'on n'y touche plus. Posez des bornes que je vous dis. Là-dessus, l'héritier rentre en plein dans son avoir. Il renifle au-dessus d'une motte la qualité de sa terre, il égerne un épi pour voir s'il blessera bio, puis il va se coucher, ben heureux de se sentir dans sa pio, ben tranquille pousse son blé, ben tranquille pousse sa terre, ben sûr qu'ils se mêleront plus au bien et aux récoltes des autres, à présent qu'on les a cagés entre 4 bornes. Une fois au creux des draps, il y prend des idées. Avoir des champs à son apport, c'est ben qui fait. S'empêche point d'être 2 à coucher dans le même lit. Jusque-là, j'ai connu que les filles à fumeiller, les filles qui tombent sur le foin, les filles qu'à des péquis. À cette heure, veut une femme à moi, que les autres y viennent pas. Et le lendemain, il s'habille bio et il pousse jusqu'au bourg trouver les arpenteux et les carriers de l'amour. Eh, monsieur le maire, monsieur le curé, bonjour me v'là. C'est à cause que la garce Françoise est jolie et qui me la photo d'une pièce sans miette de partage. Dressez les actes, sonnez les cloches du mariage, posez des bornes que je vous dis. L'époux, propriétaire, emporte sa mariée. L'arnif comme la tare chaude, la manne comme le bon blé, l'ouvard comme un sillon, l'ensard comme une moisson et s'endort. Bien sûr qu'elle aimera plus que à cette heure. Une femme mariée porte une borne sur son cœur. Oh oui. 1 mois, 1 an, n'importe c'est pas long, il pourrait ben la retrouver la borne, sur un tas de paille, où ce que sa femme a pris coutume d'aller sans lit. Et les coucous prennent de la malice dans laverie. Bref, un péquis s'amène. Et c'est ben drôle le monde, hein. Cet ancien coureux qu'emplissaient les filles à la ronde, sans jamais vouloir reconnaître un brin de sa semaille, la Castor, il reconnaît un drôle qu'il a pas fait. Hé le gars, t'es mon gars, t'entends ben? C'est moi ton père. T'es à moi, comprends ben, comme ma femme et ma terre. Et t'auras mes idées sur les femmes et la terre. Point d'autre. Baisse ta tête qui vire au vent, qu'elle bouge plus. C'est mon autorité de la borne que je pose dessus. Et le père, propriétaire, dort sur ses 2 oreilles. Mais nom de Dieu, v'là qu'un matin, v'là qui se réveille, v'là qui tombe le nez sur la borne du chaumier. V'là le gars qui fait chouer l'ancienne sur le bout des pieds, puis qui part, avec d'autres idées. Des idées à lit, sur les femmes et la terre, sur l'amour et la vie. Oh. Qu'écoute ses poulies, le pauvre propriétaire. Sa femme débornée, son gosse déborné. D'elle-même, une larme sans hasard de long de son nez. Mais quoi? Tout est pas perdu. La récolte pousse entre les 4 bornes. Et son œil rouge s'adoucit devant la moisson douce. Il se couche et il passe un quartier de nuit assez tranquille.
Mais le cauchemar l'empogne à la fin de son premier somme. Il voit la terre qui s'élève entre les quatre bornes, comme au pays chaud, quand la mer engouffre les îles. Et le blé qui monte à grands flots roux, mêlant la part des uns à la part de terre tous. Oh, ce rêve. Ce même rêve qui berce les sans le sou. Ce rêve qui était qu'un rêve comme les rêves qu'on peut faire. Ce rêve a fait crever le gros propriétaire. Merci. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai un micro alors qu'il n'y a pas de sono, hein. Mais c'est juste parce qu'on profite de mon passage pour enregistrer une vidéo. Donc c'est pour qu'il ait le son, tout simplement. Bon, alors Gaston Coutet fréquente l'école communale de Sainty, un petit village à côté de Main. Et puis plus tard, le lycée Potier à Orléans. Et l'institution scolaire est peut-être la racine de l'esprit insoumis du poète, comme on va le voir dans ce texte. Dans les temps que j'allais à l'école, où on me voyait jamais bien au cou, je voulais pas en foutre un coup. Je m'en sauvais faire des cabérioles, dénicher les nids des bissons, sublayer en becquetant les murs qui me barbouillent toute la figure, au lieu d'aller apprendre les leçons. Ce qui fait qu'un coup que j'étais en classe, je tombais idiot, je pouvais pas me promener. Le maître, il me dit en se levant de sa place, « Toi, t'en viendras mal tourner. » Il avait bien raison, notre maître. Cet homme-là, il devait me connaître par cœur. J'ai trop voulu faire à ma tête, et ça m'a point porté bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais écoyé. J'ai pas pu tenir en équilibre dans une place, dans un atelier, dans un bureau, ben qu'on n'y foute pas grand-chose toute la journée. J'ai enfilé la mauvaise route. Ouais, je suis un gars qui a mal tourné. À cette heure, tous mes copains d'école, les ceux qui apprenant l'ABC et qui écoutent les bonnes paroles, ils sont casés et ben casés. Il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres qui sont commis d'épicier, d'autres qui ont les protections du maire pour avoir un poste d'employé. Ça se laisse vivre comme mouton en plaine. Ça sait compter, pas raisonner. Je pense quelquefois et ça me fait de la peine. Ouais, je suis un gars qui a mal tourné. Et puis plus tard, le barbe venu, le temps fini, ils verront à se mettre en ménage. Ils s'apponteront un bon petit nid où ce que viendra se nicher le bain net, avec une femme devant la loi. Ça doit être bon de la femme honnête. Il n'y a que les putains qui veulent bain de moi. Mais on le comprend. Moi, j'ai pas de rente. Personne n'a une dot à me donner. J'ai pas un métier, donc on se vante. Ouais, je sais un gars qui a mal tourné. Ils seront bien vus par tout le village, parce qu'ils gagneront pas mal d'argent à faire les petits tripatouillages au préjudice des pauvres gens. Ou bien aller chez les derrière des grosses légumes, des hauts placés. Et quand qu'à la fin de leur carrière, ils verront qu'ils ont ben assez volé, liché, pour plus rien de faire, tous les ruinés, tous les lichés diront « ils ont fait leurs affaires ». Ouais, je serais un gars qui a mal tourné. Mais c'est égal. Si jamais je m'en retourne un jour à reprendre l'air du patelin, ou ce qu'à mon sujet les langues tournent que c'en est comme des roues de moulin, faudra que je le dise, aux gars retirés ou établis, qu'à patauger dans la bêtise, la bassesse et la crapulerie, comme des vrais cochons qui pataugent. Faudra que je le dise, que j'ai pas mis le nez dans la pâtée sale de le zauge, et que c'est pour ça que j'ai mal tourné.
Ah oui, alors à l'école, Coutet préfère les longues promenades dans la campagne bosseronne, ce grand livre où ce qu'on peut apprendre sans la peine de lire. Ce qui ne l'empêche pourtant pas d'admirer Hugo ou Zola et surtout François Villon qui fut emprisonné à main par l'évêque d'Orléans et qui écrivit entre autres « Ô Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et à bonne mœurs se dédier, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi? Je fuis à l'école comme fait le mauvais enfant. » Le Grand Testament. Ah, monsieur Coutet! Monsieur Coutet n'a pas encore appris sa leçon de géométrie. Monsieur Coutet a sans doute fait des vers. Si Monsieur Coutet avoue qu'il a fait des vers, Monsieur Coutet ne sera pas puni. J'ai fait des vers. Allez donc les chercher, que toute la classe en profite. Gaston tend son papier au maître, qui commence à lire à haute voix. Puis, mièvrerie, vulgarité, pathos, pauvreté des rimes, césure sournoise. En 3 coups de langue, le hussard noir de la République a sabré le poème, et le v'là qui sermonne le versificateur. C'est peut-être là qu'est né ce petit sourire malicieux qui ne le quittera plus, car, en fait, il n'avait fait que recopier ses vers. Ainsi, le tâcheron, l'écrivailleur, le Grimaud, qui venait de se faire descendre par l'instituteur, n'était autre que Victor Hugo. Les ptios matineux sont déjà par les chemins. Et dans le mallette de grosses toiles bleues qui dansent et se balancent en le tapant le cul, ils portent des livres à côté de le pain. Et le matin est joli comme 36 sourires. Le soleil est doux comme les yeux des bêtes. La vie ouvre aux ptios son grand livre sans lettres, ou ce qu'on peut apprendre sans la peine de lire. Ah, les pauvres ch'tiolivres qui sont dans les mallettes. La moisson est mûre et les blés sont blonds. Ils penchent vers la terre, comme les tâcherons qui les ont fait venir et les abattront. Ça sent la galette au fournil des riches. Et sur la route passent de tireux de pieds de biche, les chiennes de troupet qui vont au pâtis, les moutons itous et les messes barbies, frayent et s'enterlichent au long des brémailles, malgré que les bargés se soient un bouquis un soir d'assemblée pour une garçaille. Dans les haies d'aubier, quand sont roses et blanches, les moineaux s'accouplent à tout bout de branche, sans se douter que les hommes se marient devant le maire. Et ils s'égosillent à quérir au drôle l'amour que l'on rejette des livres de l'école, quasi comme une chose qui serait pas à faire. À l'orée du bois, il se trouve une grande croix, mais les peu payés sont plus grands dans le bois. Le fossoyeux en cave un morse ou une pierre, on baptise au bourg, les cloches sont claires et les vignes poussent vartes sur l'ancien cimetière. Oh, les pauvres ch'tiolifs qui sont dans les mallettes sont seulement pas foutus de vous entrer en tête. Et dans ce ticket-là, il y a de quoi s'emplir le cœur. À s'en emplir le cœur, on deviendrait des hommes, ou méchants ou bons, n'importe ben comme, mais vrai, comme la terre en friche ou en fleur, le soleil qui fait vivre, ou la foudre qui tue. Et franc, aussi franc que la franche nature. Les ptios ont marché de leurs petites pattes si bas qu'au-dessus des lopins de seigue et de luzerne, haute comme une prison, grise comme une caserne, l'école est devant eux qui le bouche le chemin. Le maître d'école les fait mettre en rang d'oignon et vira le tête comme un général. « Ah, retenu là-bas, c'est qui pivote mal !» Ça, c'est pour le cougner au métier de troufion.
On rentre dans la classe où ce qu'il n'y a plus de bon Dieu. On l'a remplacé par la République. Et de dessus son estrade, le maître les explique ce qu'on y a expliqué quand le t'est tout comme eux. Il le compte en bio, les tueries de l'histoire, et les petits n'entendent que gloire et victoire. Il dit que le travail, c'est la liberté, que le peuple est souverain, puisqu'il peut voter. Et que les lois qu'instrumentent nos bons députés sont respectables et doivent être respectées, qu'il faut payer l'impôt. Monsieur, j'ai envie. Non, parce que ça vous arrive trop souvent. Il veut démontrer par là aux enfants qu'il y a des règles pour tout, même pour les vessies, et qu'il faut les suivre déjà dès l'école. Il pétrit à même les petites cervelles molles. Il rabat les fronts têtus d'une calotte. Il verse sous l'encre sur les fraîches menottes. Les menteux fouéreux au sortu de ses bancs, les ptios, seront plus bons qu'à ce qui les attend. Ça fera des conscrits de jours de révision, traînant leurs drapiaux par tous les bordels, des soldats à foutre au goule des canons, pour si peu que les gros aillent un de la querelle, des bûcheux en grippe dans des machines, des bons citoyens à jugeote douais, pousseux de bulletins de vote et cracheux d'impôts, des cocus devant l'église et la loi, qui baveront aux lèvres des pauvres gourgandines. Des honnêtes gens, des gens comme il faut, qui curveront en sarrant le magot d'un bas de laine, sans voir les étoiles qui fleurissent au ciel, et la vrille en fleurs aux quatre coins de la plaine. Lit, le vieux maître d'école, au fin bout de ses jours, aura des cheveux blancs d'un déclin d'âge pur, il sera ensarré de l'estime de tout le bourg et touchera les rentes du gouvernement. Le vieux maître d'école sera pourtant qu'un grand malfaiseux devant la nature. Merci beaucoup. En 1896, à l'occasion du passage à main d'une petite troupe de théâtre, Coutet fera ses premiers pas sur scène. À l'issue de la représentation, on demande si quelqu'un dans l'assemblée veut se faire entendre, et c'est là que Gaston Coutet, 16 ans, s'approche timidement de l'estrade et interprète un de ses poèmes, le chant de Navio. Le matin, quand j'ai cassé la croûte, je pouille ma blouse, je prends mon autosio, et mon bézoué, et puis en route, je m'en vas comme un pauvre sautesio, entraînant ma vieille patte qui rechigne, à force d'aller par mon parvio, je m'en vas piocher mon carquier de vigne, qui est à côté du champ de Navio. Et là-bas, tandis que je m'esquinte à racler l'arbre autour des ça, que je sue, que je souffle, que je jeûne, que je quinte, pour gagner le bout de pain que je n'ai pas, je vais souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre boug que l'on emmène pour l'enterrer dans le champ de Navio. J'en ai-tu vu depuis le temps que je pioche. J'en ai-tu vu de ces enterrements. J'ai vu passer c'ti du petit mioche et c'ti du vieux de 80 ans. J'ai vu passer c'ti de la pauvre fille et c'ti d'époque aux bourgeoisios et c'ti de ceux de toute ma famille qui dorment à cette heure dans le champ de Navio. Et terre tous, le paysan comme elle riche tout comme elle pauvre paysan. On les a mis à plat sous le friche, c'est plus que du fumier apaisant. Du bon fumier qu'engraisse ma tare et rend meilleur les vins nouviaux. Là ce que c'est que d'être propriétaire d'une vigne en compte le champ de Navio. Après tout, faut pas tant que je blague. Ça m'arrivera et tout ça. La vie, c'est un arbre qu'on élague, et je serai la branche que la mort coupera. Je passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moineaux. Et quand on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de Navio.
Alors nous sommes à l'époque où Jean Rictus est déjà fort célèbre à Montmartre. Et en octobre 1898, à peine âgé de 18 ans, le poète Beauceron débarque à Paris avec quelques poèmes et une centaine de francs. Dès ses débuts dans les cabarets montmartrois, il obtient un grand succès, mais ses premiers cachets ne lui permettent pas de vivre décemment. Et quand il commence à gagner de l'argent, il le dilapide. Donc il est tout le temps fauché. Coutet va d'hôtel en meublé et d'absinthe en absinthe. Il éprouve parfois le besoin d'interrompre la vie de bohème qui l'épuise, alors il retourne à Main pour prendre un peu de repos au milieu des siens. Il a loué une petite maison à Roudon, un hameau proche du moulin de Clan, afin d'y recevoir plus librement ses amis. Et à chacun de ces séjours, sa famille, sa mère surtout, s'inquiète de sa mine fatiguée et de son aspect négligé. Je suis parti ce matin même, encore saoul de la nuit mépris, comme d'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voilà ma bonne femme, oui, foutue comme 4 sous. Mon linge est sale, aussi mon âme, me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge où goûte à maintes et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour, et qu'enfin, mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais conté ma vie malheureuse d'affreux salaud, ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre, de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Dès 1899, Coutet a alors 19 ans, il collabore à des journaux anarchistes ou antimilitaristes comme La Barricade, Le Libertaire et surtout, 10 ans plus tard, à La Guerre sociale que dirige Gustave Hervé, qui ne laissera pas un excellent souvenir aux pacifistes, puisque au seuil de la guerre de 14, il n'était plus pacifiste mais nationaliste. En tout cas, dans ce journal et à cette époque, c'est encore un homme fréquentable. Et pendant donc une année, jusqu'à sa mort, Gaston Coutet fera la chanson de la semaine,
une chanson d'actualité, en général sur un air connu qu'on publiait dans les journaux. Eh bien lui, il avait choisi la guerre sociale pour cet exercice. Préfecture de police, Direction générale des recherches, 3e brigade. Paris, le 5 octobre 1901. L'anarchiste Coutet Gaston, âgé de 20 ans, qui a fait l'objet de plusieurs rapports de mon service, loge en garni depuis le 29 septembre écoulé, boulevard Rochechouart, numéro 100. Poète, chansonnier, il fréquente les cabarets du quartier latin et de Montmartre. Actuellement, il chante presque tous les soirs au cabaret de l'Âne Rouge. Dans la journée, il travaille chez lui à composer ses chansons. Il rentre généralement vers 2h30 du matin. Coutet gagne de 10 à 12 francs par jour. La concierge ignore s'il fréquente des réunions politiques. Et on n'avait pas encore les caméras de surveillance, mais ça marchait vachement bien quand même. En tout cas, ces personnes croient qu'il a été collaborateur à des journaux révolutionnaires, mais elles ne pensent pas qu'il soit dangereux. Coutet, qui a collaboré au Journal du Peuple et aux Libertaires, prête son concours dans les soirées familiales ou concerts organisés par les anarchistes. En résumé, cet individu professe des opinions libertaires et fréquente les milieux anarchistes. Il ne paraît pas être dangereux, signé le commissaire de police. Très tôt, Gaston Coutet jouit dans les cabarets de Montmartre d'une enviable célébrité. Dès décembre 1898, il se produisait au Funambule. Premier véritable cachet que lui avait obtenu son ami Jean Rictus. Alors il se produit aussi donc au Funambule, au Quatzar, au Noctambule, au Lapin Agile qui existe toujours. Et en 1902, eh bien, commença pour Gaston Coutet une période de gloire grandissante qui allait durer jusqu'en 1907. Les gargotiers se l'arrachaient, ses cachets ne cessèrent d'augmenter. Et en 1904, il se produisait à la République, au quartier latin et jusqu'à Montparnasse. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dilapidait ses gains en restaurants et en invraisemblables beuveries nocturnes. Alors en 1899, toujours au cours de l'été, Maurice Lucas, son ami dessinateur, qui se morfond à Paris, rejoint Gaston Coutet à Main-sur-Loire. Celui-ci, sous le prétexte d'aller chercher des photos, persuade son ami de l'accompagner à Châteauroux. La chose étant entendue, nos imaginations de courir et le projet saugrenu de hanter nos cervelles. Le chemin de fer, car il faut songer au transport. C'est vieux jeu, ça va trop vite, on ne voit rien en route. Et puis il y a les accidents possibles. Il nous faut quelque chose d'un peu mieux. Et puis mes droits d'auteur ne m'ont pas encore permis d'acheter une auto. Oui, mais nous avons à nous deux robustes paires de jambes. C'est ça, mon vieux. Nous irons à pattes, en chemineux. Mais il y a toujours un mais en toute chose. Il faut manger en route. Et je dirais plus, il faut coucher quelque part. Et je ne me sens pas la vocation de coucher à la Belle Étoile, auberge humide, s'il en fut. Nos ressources sont médiocres, disons qu'elles n'existent pas. Nous donnerons des soirées. Ils vont ainsi parcourir à pied plus de 250 km de Main-sur-Loire à Gargilès, en passant par Beaugency, Blois, Romorantin, Vierzon, Bourges, Issoudun et Châteauroux. À chaque étape, Coutet déclame ses textes pendant que Lucas exécute sur le vif des pastels qui sont vendus avec les chansons du poète au cours d'une tombola. La tournée commence par Sainty. L'accueil à Sainty est chaleureux, mais ce n'est pas le fait du seul hasard. Gaston Coutet comptait dans le pays un fervent admirateur, Gustave Séjourné. Celui-ci devint maire de Sainty et demandera des années plus tard au poète Beauceron une Marseillaise à sa façon. Ce fut la paysanne, Marseillaise fraternelle des gars de Sainty.
Elle fut créée et inaugurée à Saint-Y le 14 juillet 1908. Donc c'est beaucoup plus tard que cette fameuse tournée que je suis en train de vous conter. Mais tout de même, puisqu'on parle de la paysanne, parlons-en un peu plus complètement. Il y a deux versions. La première version nous dit « Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous, esclaves placides, dans les sillons où le sang luit, rester à piétiner au bruit des chants guerriers et fratricides. Sarclons les herbes parasites et que le chien d'en soit brûlé pour que ses racines maudites n'étouffent plus le jeune blé. Arrachons à coups de science l'erreur qui s'en vient infester les germes de la vérité dans le champ de nos consciences. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent « je t'aime » dans un autre patois que nous. Assez de sang, assez de larmes, de la joie et de la beauté, jetons hors de l'humanité la gloire homicide des armes. Soignons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes les bouches les plis clairs, le raisin vermeil. Mais que tous les bras collaborent avec le tendre soleil blond, dans la ruche pas de frelon qui la pille et la déshonore. Saluons les vieux qui s'éteignent et choyons leurs derniers moments. Ils ont lutté durant leur règne, à nous de lutter maintenant. Si la récolte s'est accrue de ce que le Père a pioché, il reste encore à défricher. Poussons plus avant la charrue. Et donc, deuxième version de cette paysanne, où on retrouve quelques passages de la première version. Et vous allez voir que à certains moments, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus direct et beaucoup plus mordant. Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous, esclaves placides, dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous espoir de paradis firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent « je t'aime » dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde des héros couverts de laurier, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. Plus de morales hypocrites, dont les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrêtent les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil, pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les piblons, le raisin vermeil. Et seule guerre nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or, soleil du mal, ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux.
Après le succès obtenu à Saint-Yves, les deux amis font leurs adieux à la famille, à Main-sur-Loire, et s'en vont par les grands chemins. Première étape, Beaugency. Il pleut. Ils arrivent trempés, enfondus, comme dit Coutet. C'est jour de marché, et le soir, ils donnent leur seconde représentation devant 6 spectateurs. Mais le cachet de Saint-Yves leur permet de coucher à l'hôtel. Puis c'est Tavers, Tavers, on y récoltait à l'époque un certain petit rosé que Bouscara, le logeur Montmartrois de Coutet, faisait venir sur son conseil par barriques entières. Du vin d'après le phylloxéra qui, de 1864 à 1890, détruisit la presque totalité du vignoble en Europe et même au-delà. J'ai lu quelque part qu'avant d'être minotier, le père de Coutet avait des vignes. V'là les paysans qu'on fait vendange, v'là les persués qui pissent le jus. On travaille aux portes des granges à rassarer le vin dans les fûts. Le vin, ça met des moineaux qui chantent dans les chœurs et dans les serviaux. Mais moi qui ne fais que de boire de l'eau, je me sens dans les boyaux du ventre. Comme des grenouilles qui font coin-coin, je voudrais ben foutre une soulée de vin. Allons les hommes, allons mes frères, allons avancer-moi un verre. Je veux fraterniser avec vous, je veux oublier toute ma misère, en trinquant et buvant des coups, avec les gros, avec les gros. Je veux asphisquer les idées rouges et noires qui bougent. Dans ma caboche de gueux et de fou, je veux vous voir et voir tout en rose, et croire que si j'ai mal vu les choses, c'est peut-être parce que j'étais pas sourd. Allons, avancez-moi un verre. Je veux prendre une cuite à tout casser et soir couché dans un fossé. Ou ma coton à que tas de pierre pour cuver mon vin tranquillement. Je me rappellerai peut-être la prière que je disais tous les soirs dans le temps. Et le bon Dieu et toute sa bricole, et la morale au maître d'école, propriété, patrie, honneur et respect au gouvernement. Et la longère des boniments, donc je me fous pour le quart d'heure, je trouverai peut-être tout qu'on a tort de vouloir se cabrer contre son sort, que le monde peut pas être sans misère, que c'est les gros chiens qui mangent les petits, et que si je pâtis tant sur cette terre, je me rattraperai dans le paradis. Allons les hommes, allons mes frères, je veux bien que je n'ai pas le droit au pain, laissez-moi le droit à la chimère douce des soulées de vin. Merci beaucoup, merci. Alors nous voici toujours dans cette tournée formidable, nous voici à Blois, et il semble que leur aspect délabré, leur mépris des contingences sociales et des pouvoirs officiels leur valent quelques démêlés avec la maréchaussée. À Courcheverny, l'accueil n'est pas plus empressé si nous en croyons le sonnet de Coutet. Notre air ne semble pas inspirer confiance. Nous faudra-t-il ce soir dormir au coin des meules? Hélas, tout est possible avec nos sales gueules. Et d'ailleurs, on leur refuse le logis, ils dormiront dans la paille. Bon Dieu, la salle commune. À ce soir, personne n'a voulu me recevoir pour que je me gîte ou que je me cache dans la paille à côté de ces vaches.
C'est pour un que j'ai tiré le cordon de sonnette à ton curé et que j'ai cogné chez tes déviotes, les celles qui berdouillent des patenotes pour aller dans ton paradis. S'ment pas un quignon de pain rassis à me fourrer en travers de la goule. Il garde pour jeter à le poule. Et c'est pour ça que j'attends venir demain, au bas de toi, sur le rabord du chemin, en haut du talus, sous le vent de bise, qu'ébranle les grands bras de ta cruée grise. Qui pince fort le salaud, et je sens mon nez qui fond en eau, et tous mes membres qui guerdillent, et mon cul gelé sous mes pénilles. Mais tu t'en fous, toi, qu'il fasse froid. T'as le cul, t'as le cœur, t'as tout en bois. Hé, Christ! Entends-tu mes boyaux chanter la chanson des moineaux qui demandent à picorer quelque chose? Hé, Christ! Entends-tu que je te cause? Et que je te dis que j'ai une fin de voleux? Tellement que si par devant nous deux, il passait que 15 sur la route. Pour un meillon comme pour une croûte, il me semble que je ferais un mauvais coup. Tout ça c'est ben, mais c'est point tout. Après, c'est en cour d'assises que je te retrouverai. Et quoi que je dise, les idées que ça donne et l'effet que ça produit pour avoir bouffé, les juges, ils voudraient rien entendre. Car c'est des gars qui sont pointantes pour les se scapotent position. Ils me rateraient pas les cochons. Puis tu serais plus cochon que mes juges. Toi, qui me vois, guerdillant et sans refuge, tu ferais pas une démarche pour moi. T'as le ventre, t'as le cœur, t'as tout en bois. L'autre, le vrai Christ, le bon jeté de sort qui était si bon qu'il en est mort. Me voyant comme ça, guerdillant à cette place, il m'aurait dit « couche sur ma paillasse ». Me voyant comme ça, crevant de faim, il m'aurait dit « coupe-toi du pain, il y en a du tout frais dans ma huche, pendant que je vais tirer une cruche de vin nouveau à mon poinçon. T'as droit comme tout le monde au gueuleton, puisque le soleil fait pour tout le monde, venir du grain de blé la moisson blonde et la vendange des sas tortues. » Si condamné il m'avait vu, il aurait dit au juge « mes frères, qu'il y jette donc la première pierre, dites-vous qu'a jamais fauté. » Mais toi, que les curés ont planté et qui trône chez les gens de justice, terrain comme mannequin au service des riches, qui te foutent au coin de le bien pour faire peur aux pauvres mognots du chemin que je soume. Et pour ça, que la bise grande te fout à bas, Christ de contrebande, Christ de l'église, Christ de la loi, qu'à tout partout, qu'à tout en bois. Et puis c'est Romorantin, la salle de l'auberge est pleine. Une assistance sympathique accueille avec frénésie les poèmes de Coutet et les pastels instantanés de Lucas. Eh bien, tout ça donne un résultat financier qui incite les troubadours modernes à poursuivre. Et c'est mène tout sur chair. La salle est toujours aussi comble et le public chaleureux. Le succès. Vierzon. Alors là, Vierzon, c'est l'indifférence totale. À Bourges, ils passent sans s'arrêter, ils ont été signalés à la police. Puis c'est Saint-Florent-sur-Cher. Alors là aussi, ils ont été signalés à la police. On craint, comme ailleurs, qu'ils effraient les populations paisibles par leur oubli du beau langage. Ajoutons aussi que leur apparence n'est pas de nature à leur valoir l'indulgence des gendarmes. Si bien qu'à peine installés, Pandore intervient. Les deux amis sont emmenés à la gendarmerie et subissent un interrogatoire d'identité, lequel, dira Lucas, menaçait de s'éterniser jusqu'au jugement dernier si, par une diversion opportune, Gaston Coutet n'avait eu l'idée de réciter ses œuvres à la maréchaussée.
Il sut sans doute choisir des pièces de son répertoire susceptibles de ne pas déplaire à cette assistance particulière et singulière, et réussit à la convaincre que sous une apparence de chemineux subversif se dissimulaient de bons poètes. Alors on peut imaginer qu'il a choisi par exemple un texte comme Malgré la soixantaine qu'elle a, Pousquet de la Pogne, j'en crains un point. Je fais le cric sur une voiture de foin et je porte un sac de blé comme ça. Ah, c'est pour les luttes de la foire qui me fera toucher l'épaule là-bas. Buvons un coup, les gars, c'est du petit vin, mais il se laisse boire. Ah, mon sacré petit vin nouveau, qu'est corrobertio. C'est donc t'es déjà plus fort que ton père. Ah, mon sacré petit vin nouveau, qu'est corrobertio. Et que je sens qu'il va me foutre par terre. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'avec ce genre de texte, le miracle s'accomplit. Les gendarmeries ont dit même qu'ils allèrent en hâte chercher leurs épouses et leurs amis voisins, et ce fut un triomphe. Relâchés, ils se dirigent sur Issoudun. Et là, Issoudun, ils sont accueillis par Margis, un cafetier qui les connaît, qui les accueille à bras ouverts et qui les garde 6 jours durant. Et pendant 6 jours, ils connaissent la douceur d'un gîte plus accueillant et les fumées de l'enthousiasme dans l'euphorie d'une gloire qui chaque soir grandit. Puis c'est Déol. On prétend que c'est là que Gaston Coutet a écrit, ou en tout cas a créé, les conscrits. Cela lui valut quelques ennuis alors qu'il disait ce texte. Il fut interpellé par des revanchards et les coups de bec faillirent provoquer un pugilat. Dans ce texte, il brocarde bien entendu ces conscrits qui, dans l'orgueil d'avoir été retenus, arboraient à la boutonnière la cocarde tricolore, agrémentée d'un texte toujours poétique, bon pour les filles. Eh oui, ça qualifiait leur indiscutable virilité. Ce bon numéro envoyait le jeune crétin pour 5 ou 3 ans, suivant les époques, au service militaire. Que du bonheur! V'là les conscrits de chez nous qui passent. Remplan-plan, le tambour marche devant. Au mi-temps, le drapio fouette au vent. Les v'là, ceux qui reprendront l'Alsace. Ils viennent d'amener leur numério et ils se sont dépêchés de le mettre. Les gars de charrue sur le casiette, les gars de patron sur le chapiot. Tous sont fiers de leur matricule comme un jeune marié de son ouel blanc. Et c'est pour ça qu'ils vont gueulant et qu'on les trouve pas ridicules. Ils ont raison de prendre du bon temps. Le gaieté touche le cœur des filles. Et devant le livret qui pendille, les petits vourins avoir 20 ans. Les vieux vourins étalent le place, et devant le blague de Saligo, des bouloums tout blancs disent « Faut ben bon Dieu que jeunesse se passe !» Et donc, comme ça, bras dessous, ils vont gueulant des cochonneries. Puis ces cochons, et puis ils rient, et puis ils vont, puis ils sont sous. Il y en a même d'aucuns qui dégueulent. Mais les ceux qui marchent encore au pas, pour s'apprendre à faire des soldats, ils s'amusent à se foutre sur la gueule. Pourquoi soldats? Ils en savent rien. Ils sont soldats pour la défense de la patrie. La patrie, quoi que c'est la patrie? La patrie, c'est la France. La patrie, c'est tuer du Prussien. La patrie, c'est une chose qui ne se discute pas. Il faut des soldats. Et c'est pour ça que ce soir, au lit de foin des prairies, aux pauvres fumelles, ils feront des petits. Des petits qui seront des gars, peut-être. À seule fin de ne pas voir disparaître la race des brutes et des conscrits. Enfin, ces Châteauroux, ils sont accueillis par le fameux photographe, celui pour qui on est parti faire ces 250 km,
le photographe qui les installe au Pierrot Noir. Le Pierrot Noir était un cabaret animé par des chansonniers amateurs et qui était situé au premier étage du café de la Promenade. Si vous allez à Châteauroux, ne le cherchez pas, ça n'existe plus. Puis c'est Argenton. Coutet et Lucas feront étape là-bas, puis toujours accompagné de Lucas, il ira à Gargilès, dernière étape de leur périple. Mais revenons à Paris et passons directement à 1907. Coutet a alors 27 ans, l'idée de guerre commence à accaparer les esprits, et à partir de cette date, il verra son auditoire s'amenuiser. Il commence à manquer d'engagement. Les goûts du public changent avec la montée du nationalisme. Les chansons troupières, coquines, prolifèrent soudain. Dans la petite ville où mon régiment tient garnison, c'est difficile de se procurer de la distraction, etc. Vous voyez? Alors ça, c'était quand même autre chose que Gaston Coutet, évidemment. Donc du coup, Coutet fréquente plus assidûment les milieux militants. Il se produit bénévolement dans des galas de soutien à des causes diverses. Et c'est aussi en 1907 que Coutet ouvrira avec deux amis chansonniers le cabaret La Truie qui file, en référence bien sûr à François Villon. Mais ce cabaret n'aura que quelques mois d'existence. Et beaucoup d'artistes, vous le savez, connaissent une période de vache enragée avant de connaître éventuellement le succès. Eh bien, pour Coutet, c'est exactement l'inverse. Il connaît très rapidement le succès, comme je vous l'ai dit. Et on peut deviner l'amertume qui en résulte avec l'absinthe pour seule consolatrice. Suite à de violentes échauffourées, le 1er mai 1911, où des policiers avaient été blessés, Coutet écrira dans les colonnes de la guerre sociale « Vous pouvez crever tas de vaches, on ne pleure pas les brutes et les lâches ». Le 7 juin, la préfecture l'assigne à comparaître devant un tribunal de justice. Préfecture de police, Direction générale des recherches, 3e brigade, Paris, le 7 juin 1911. Gaston Coutet, pitoyable chansonnier, se montre très satisfait des poursuites dont il est l'objet. Cela lui fait une réclame énorme dans les cabarets et remplace un talent qui ne fut jamais très grand. Signé le commissaire de police. Le 18 juin, 10 jours avant sa mort, il écrit à un ami du pays « Je ne suis point surpris de ce qui m'arrive. On ne peut guère en vérité attendre autre chose d'une république où mon beau-frère lui-même est républicain. » Je vous explique. En effet, Gaston Coutet avait un beau-frère assez gratiné, Emmanuel Troulet. Encore une fois, si jamais vous allez visiter Main, fatalement, vous allez passer dans la rue Emmanuel Troulet. Mais Main n'a pas de rue Gaston Coutet, rassurez-vous, bien sûr. Donc, cet Emmanuel Troulet, eh bien, on raconte qu'un jour, autour de la table familiale et dominicale, Emmanuel Troulet aurait dit à Gaston « Avec tes idées, tu finiras par crever de faim. » Ce à quoi Gaston lui a répondu « Mais toi, tu crèveras d'indigestion. » Militariste, républicain, anticlérical de façade, soucieux d'honneur, de décoration, de médailles, Troulet rameutait tout ce que Gaston Coutet exécrait. Un parfait imbécile heureux qui finira maire de Main-sur-Loire. Monsieur Imbu est mort et enterré. Monsieur Imbu, un gars qui venait d'être décoré pour pas avoir mis de cesse depuis qu'il était au monde à bagosser. Imbu, et qui était bien connu sous ce sobriquet à plus de 10 à la ronde. Monsieur Imbu est mort et enterré. Il avait 3-4 cépées de vigne en haut de la côte et quelques mignots de blé dans la plaine à plus que les autres. Pas des masses, pas d'état,
pas ben large, pas ben long, mais assez pour pouvoir avoir une opinion. Il passait sur la place en lisant son journal. Il était républicain, rouge et anticlérical. Et c'est pour ça qu'il était depuis 3 élections le maire. Le maire de chez nous. Monsieur le maire, nom de Dieu! Les curés qui disaient, et ils devenaient furieux. Des oiseaux que la République engraisse dans son sein et des cochons qui sont semés pas républicains. Et puis, qui prennent pas de gants pour chatouiller les fesses aux femmes et aux garçons dans la boîte à confesse. Moi, je veux pas que la bourgeoise foute le pied à la messe. C'est vrai, même un but foutait pas le pied à la messe. Tout de même, il était cocu. Cocu comme un confesse. Il gagnait trop souvent le notaire à la manille. Le petit notaire qu'avait des si fines moustaches brunes. Mais, absorbé dans la gérance de sa commune, monsieur Imbu portait ses cornes sans les voir. Et il redevenait guétio à dévider cette bonne histoire du charpentier tourne de cheville, le cornat du pigeon et la Vierge Marie. Ah! La religion qui est couillonnade et qui est momerie. Et le dégoût l'empoignait si fort qu'à des moments, s'il n'avait pas été ce qu'il était, un homme convenable, il vous aurait craché sur un Saint-Sacrement. Mais quand c'est qu'il voyait passer un régiment, un vent vol trifouillait son âme de contribuable en révolte contre les couillonnades et les momeries. Devant le drapio, stot de Saint-Sacrement, style de la patrie. Il vous faisait un salut à s'en démancher le bras et qu'était ma grand foi joliment militaire de la part d'un gars qui avait jamais été soldat. Il avait ses idées sur les vues de l'Angleterre et il était poumonique d'avoir gueulé la revanche. L'honneur de notre armée est la gloire de la France. C'est avec ça qu'il bouchait le vide de ses discours, que le maître d'école passait en revue pour les grands jours. Fête Dieu laïque, paradis scolaire, lampion rouge, pompier brun-de-sangue, distribution de prix aux mardeux, à qui conseringue du républicanisme à les en faire kerver. Il était membre d'une flopée de sociétés de braves gens, et des fois, président de quoi qu'il était honoré. Société de secours mutuel et de gymnastique, société de tir, société de tempérance et de tout en même temps. Il t'est perdu dans les insignes, les mains qui se ken, les petites lyres, les grappes de raisin, et haute vérotaillerie de pétzouilles civilisées qui baie comme gueule de four devant celle-là des sauvages. Il avait fait planter sur la place du village un statue. Parce que la commune d'à côté n'en avait une et que j'ai tombé en autant que nous voisins. C'est le portrait d'un gars. Même les vieux l'ont pas connu. Qui est peut-être qu'une blague. Mais là, j'avons nos statues et les chiens du boucher ont une pissoquière. Le jour de l'inauguration de cette sapré-garce des statues, yo tombait comme vache qui pisse. Monsieur Imbu gagna chaud et frais sous la varse et est décédé, comme les lettres de deuil le disent, à 50 ans, muni des saints sacrements de l'Église. Je l'avais reconduit là-bas dans l'enclos à tout le monde, en broussant le poil à nos chapiots en signe de deuil. Je l'en pleurais avec des discours sur son cercueil, puis je l'en laissé, pour toutes ses titres et de ses médailles, couché en terre à côté des dernières semailles. Monsieur Imbu est mort et enterré. Ah, qu'est soleil et qu'est bon vent sur les luzarnes, et que la fille est dongeante qu'écarte des draps sur l'herbe. Moi, ça me donne envie de vivre de revenir de l'enterrement. Mais c'est ça, bon Dieu. Tant qu'à durera, vivons la vie. Vivons-la en restant des hommes tout bonnement et sans l'embistrouiller d'étiquettes d'épicerie ou de sentiments de bazar en chiffon et fard blanc. Le politique empêche pas les fleurs d'être jolies.
Et puisque monsieur imbu est mort et entaré, il boira plus. Dis donc la belle au coin du pré, buvons nous autres, le vin est bon, à nous de santé, et chiffonnons les draps que tu t'en viens d'écarter. Merci. Merci beaucoup. La vie de bohème, l'alcool et la maladie auront raison du poète qui s'éteint, épuisé, seul, dans un lit de l'hôpital Lariboisière, le 28 juin 1911, pas encore âgé de 31 ans. Gaston Coutet fut inhumé le 1er juillet 1911 dans le cimetière communal de Main-sur-Loire. Je suis parti sans savoir où, comme une graine qu'un vent fou enlève et transporte. À la ville où je suis allé, j'ai langui comme un brin de blé dans la fiche morte. Notre-Dame des Sillons, ma bonne Sainte Vierge à moi, dont les anges sont les grillons, ô terre, je reviens vers toi. Gaston Coutet, malgré la longue parenthèse de 14-18 et les tentatives pour étouffer son nom, n'a jamais été oublié. Le grand public ne le connaît pas, mais son œuvre est restée dans quelques mémoires. Dans les années 30, Eugène Boyer lui consacre de nombreux enregistrements. Édith Piaf en 1936, Patachou en 1950, Pierre Brasseur en 1953, Lavilliers en 1967, Jacques Lantier en 1969 ou Marc Augeret en 1979 ont enregistré des textes de Coutet. Je ne cite là que les plus connus. En 1976, les éditions Le Vent du Chemin éditent les œuvres complètes de Gaston Coutet. Et dans le même temps, des artistes comme Gérard Piron, Bernard Melien, Vania Adrien-Sens, Jacques Florency, Claude Antonini, Michel Desproges remontent son répertoire, remettent en musique ses chansons. Et de nombreux artistes l'interprètent encore aujourd'hui, comme je suis en train de le faire pour vous. Coutet est un poète qui a su dépeindre la condition paysanne. Il n'y a, à ma connaissance, qu'avec La Terre de Zola que l'on trouve des paysans aussi solidement campés que chez Gaston Coutet. Ah, pour une belle noce, c'était une belle noce. Il y avait, oui d'abord, une jolie mariée. Il y avait de la famille qui était venue des quatre coins de la Beauce, offrant des cochelins à pleine corbeillée. Il y avait de la mangeaille à s'en foutre. Ah là, des tourtes à la sauce et des œufs rôtis, avec un brigand de P'Kivinsanti qui remontait d'avant le phylloxéra. Il y avait le vieux Pitance, un collet de bêtises, et le cousin Totor qui est au bon marché. Oh, ces Parisiens, ils sont enragés. Des chansons à vous faire pisser dans la chemise. Il y avait des voltées de jeunesse raquillantes qui dansaient en tenant les gars par le cou. Il y avait de l'amusement et de la bonne entente. Des gens ben guétiaux, d'aucuns même ben sous. Ah, pour une belle! Mais c'est fini la noce. Au revoir à terre tous. Pitance s'est relevé dessus le fumier de la cour et les parents de Bio se remontent dans le carrosse. Si ben qu'ils se trouvent plus que tous deux à cette heure. Elle, l'enfant gâté, élevé en ville, et Ellie, le gros farmier, dans la cour tranquille. Les coqs matineux saluent le bonheur. Et v'là la jolie mariée qui s'appresse en faisant ronron comme une petite chatte blanche qui veut des lichades et puis des caresses. Mais quoi donc? Son homme est là comme une planche, piqué vis-à-vis le peignon de sa grange. Il a relu quel ciel d'un air si étrange. C'est-il qui chercherait à lire dans les nuages la bonne aventure de le jeune ménage? Et Pierre, qu'à soupir. C'est tout ce que tu me comptes? Mais lis, s'emportant comme une soupe au lait.
Non mais regarde-moi un peu le temps qu'il fait, couillette. Tu vois pas la hargne qui monte? Ça va mouiller dur et ça sera pas long. Mon foin, nom de Dieu, qui est pas en mulot. La mangeaille aux bêtes qui va être foutue. En route, mulot non avant que l'eau sèche. Et la v'là partie, la mariée toute blanche, piétant dans son ouel et ses falbalas, portant sur l'épaule une fourche à 2 branches, l'âme toute retournée de se retrouver là. Quand qu'il était venu pour lui faire sa demande dans la petite boutique où mourait son cœur, elle avait dit oui, tout de suite, sans attendre, se jetant vers lui comme vers un sauveur. Elle avait dit oui, songeant sans malice, elle, dont le cœur brûlait à l'air des biojours, que c'en était des fois comme un vrai supplice. Quand on a un homme, on a de l'amour. Et la v'là fourchant le treux fin carnat sous le désir féroce et l'aube mauvaise. À nuit, drêle moment qu'a devrait être ben aise, comme au paradis dans le fin fond des draps. Parce qu'auparavant que d'être devenue femme, elle est devenue femme de paysan, dont la vie est prise comme dans un courant entre le foin qui presse et les vaches qui brument. Les taches, l'agrippant au creux de sa couette, mangeront les baisers sur le bord de ses lèvres et sécheront son corps tout chaud de jeune sève. Les gésines bomberont son doux ventre yeux, les couches rachiront sa peau fine et pâle. Et vieille à 30 ans, traînant les sabots, hébété de travail et cœurdé du mal, elle aura plus Dieu que pour voir à son tour le ciel noir sur les prés, couleur d'espérance, victime de la terre jalouse, qui commence par lui voler sa première nuit d'amour. Gaston Coutet fut souvent ghettoisé comme poète patoisant, alors que nombre de ses textes sont écrits en français normé ou en argot, notamment pour ce qui est des chansons d'actualité dans la presse révolutionnaire. Mais pour Coutet, employer le patois, c'est choisir son camp. C'est employer la langue des opprimés, la langue des paysans, celle du braconnier, celle du petit contre les gros. Le patois bosseron ou sologno qui, comme bien d'autres idiomes, s'estomperont bientôt sous le rabot niveleur de l'État français. Dans son histoire de la littérature prolétarienne de langue française, publiée en 1986 chez Albin Michel, Michel Ragon nous dit « Si Rictus est trop souvent écarté des manuels de littérature, par contre Gaston Coutet est tout simplement ignoré par tous les historiens de la littérature. Que Coutet ait écrit en patois bosseron, cela ne me semble pas une excuse suffisante, ou bien alors il faudrait enlever Mistral de la littérature française. Il y a peu de chantres de l'ouvrier agricole. Combien avant Coutet, combien après? Les gourgandines, l'idylle des grands gars comme il faut et des jeunesses ben sages, le Christ en bois, sont, avec la chanson d'un gars qui a mal tourné, les meilleures pages de Coutet. Je veux dire qu'elles sont excellentes, sans une fausse note, d'un rythme soutenu. Oui, je le redis encore aujourd'hui, Gaston Coutet est un grand poète. Et si Léon Daudet écrivait qu'il donnerait bien tout le conte de l'île pour un vers de Rictus, plus généreux, je donnerais volontiers tous les Parnassiens et la moitié des romantiques pour ces 4 poèmes de Coutet. Il a poussé du poêle de Sulvante à la terre. Les poumes vont rondiner au pommier des enclos. Il a poussé du poêle sous les pans des devantieres, et les tétons rondinent à cette heure à plein corset. Toutes les filles de 16 ans se sont senties pisser en regardant par la plaine épier les blés nouviaux. Le
le col des Bécots rouges a même l'Apio, qui fait bouillir le sang comme une cuvée de septembre. Les chatouilles du hall courent sous le chemisette de chanvre, et devant les molles qui passent en revenant des champs, à sentent le cœur tacté comme un moulin à vent. Y a pas à dire, voilà qu'il est temps, il est grand temps. Les vieux fermiers qui vont vendre le tort à la foire entraponteront des occordailles en sortant de boire. Disez donc, maître Jean-Pierre, v'là votre fille qui est en âge. J'ai un gars, et j'ai tant d'arpents de terre au soleil. V'là ce que je compte y boyer pour le mettre en ménage. Top là, marchez qu'il y a, tournons boire une bouteille. Pour faire une femme honnête, en faut pas davantage. Ouais, mais faut le faire. Faut-il encore pouvoir le faire? Les garces délouées, les souillons, les vachères, celles qu'ont que le pain et 4 parts de sabio par an, celles qu'on rien à compter pour ce qui est des parents. Celles-là, elles peuvent attendre longtemps une épouseuse. Longtemps. On part de là coiffée Sainte-Catherine. Attends. Mais comment donc vous voulez qu'elle fasse, bon Dieu? Empêchez voir un peu de fleurir les aubépines et les moignons de chanter au joli cœur de mai. Celles-là sarcheront l'amour par les mauvais sentiers. Il y a des lurons qui besougnent aux métaries blanches. On se fait ben que galant en dansant les dimanches. Et puis pouf, un biossoir où ce qu'on est comme saoul d'avoir trop tournoyé au son des violons, on se laisse jouer, enjôler sous les suçons d'une goule et sous les rudoiements de 2 bras qui vous roulent comme une jarbée à faire dans les foins qui sentent bon. Quelques mois après, quand il y a déjà de la barbelée au fait des charnisons et des petits brins d'éteule, faut entendre clabauder devant la flamme des javelets les gros bonhommes guétiaux et les vieilles femmes bégueules. Hé hé, du coup, la méchante chose, ça fait enfler. Et les pauvres méchantes choses qui ne cessent pas d'enfler descendent au long des champs où ce qu'a trouvé l'un seul, les innocences tombées au nez d'un clair de lune. Les galants sont partis plus loin, la moisson faite, en sublayant, chacun laissant là sa chacune, après avoir au caboulot payé le dette. Quoi faire? Car songe le front pendant sur le devantière, et les 2 yeux virés vers le coin des ornières. Le vent est là, qui tient tout le mi-temps du frayé. Au bourg, les vieilles auberges résonnent de rides rouillées qui causent d'elles en torchant des planoirs de giblottes. Devant l'église à Marie, qu'a conçu son péché, le nom sont écrasés sous les langues des bigotes qu'un malin petit vicaire fait pécher sans qu'on se voie. Les conscrits qui guapaillent un brin avant de se voir attachés pour 3 ans dans le grand chenil des casernes, disent des blagues à l'honneur de la vieille gaieté de chenou. Ça prégarce pour avoir un pensier aussi gros, elles ont fait comme les vaches qu'à trop manger de luzarne. Ou ben, c'est y a qu'Axio qui les a piqués. Au bourg, tout le monde est prêt à leur jeter la pierre. Elles ne retourneront pas au bourg, les filles au vent enflé. Un matin, elles prendront un billet de chemin de fer. Puis ça sera des putains arrivés à Paris. Bah, puisque v'là comme saké. Allez, les gourgandines. Vos yeux ont de l'attirance comme yeux profondes des puits. Vos lèvres sont prisées plus cher qu'1 kilo de guigne. Les pointes de vous tétons, mieux que vous de cœur, vous d'esprit, vous fereront la route large au travers des mépris. C'est vous de corps en amour qui vous a foutu dedans.
c'est après lit qu'il faut vous ragripper à cette heure. Il reste aux filles pardues pour se regagner de l'honneur que de se frotter vente à vente avec les honnêtes gens. L'honneur tient dans le carré de papier d'un billet de 1000. Allez les gourgandines, allez foutre sur la paille les biomossieux dorés, mettez le feu au torchon au mi-temps des ménages, faisait tourner la boule au mangeux de pain gagné, au petit-fils à papa en attente d'héritage, faisait semaille de peine et de mort sur vous de passage. Allez les gourgandines, œuvrez aux tâches du mal, soyez ben méprisables pour que l'on vous adore. Et si vous curvez pas sur une couette d'hôpital ou sur les banquettes rouges des maisons à lanterne, vous pourrez radeber tête haute au village, entraînant tout le butin que vous aurez raflé de bonne guerre. Vous serez une dame à qui qu'on donne un certain âge, vous tortillerez du cul dans des cotillons de soie, vous aurez un petit chalet près des eaux ou des bois, vous appellerez Villa les Roses ou les Parvanches. Le curé vient ragueuletonner avec vous les dimanches, en causant de ci et de ça, à de morale et de tarte aux pernes. Vous rendrez le pain béni quand c'est que ça sera votre tour. Le 14 juillet, vous mériterez ben de la patrie. Ce sera vous qu'aura le mieux pavoisé de tout le bourg. Le bureau de bienfaisance viendra vous crier des secours. Aux écoles communales, vous ferez offert des prix et vous serez presque autant que le maire dans sa commune. Ah, quand c'est que vous mourrez, Koba qu'on vous regrettera. La musique, les pompiers suivront votre enterrement. À chaque côté de vous de convoi, il y aura des filles en blanc qui porteront des cierges et des brassées de lilas. Vous serez une sainte qu'on remène gîter aux demeures divines. Allez, en attendant, allez, les gourgandines! Le 18 août 1905, Jules Renard notait dans son journal « Ici, il n'y a guère que les portes des granges qui gardent quelque temps leurs opinions politiques. Électeurs et candidats les ont vite oubliées. » Bon Dieu, des affiches sur les portes des granges. C'est-il qu'il y a qu'au baladin un nuit dimanche qui danse sur des cordiaux au biomitan de la place? Non, c'est point ça. Tantôt, on vote à la mairie. Et les grands mots qui flûtent sur le dos du vent qui passe. Dévouement, intérêt, république, patrie. C'est le peuple souverain qui lit les affiches et les relit. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons s'en vont au champ, ni plus ni moins que tous les autres jours, en fiantant de loin en loin à le long des affiches du bourg. Les électeurs s'en vont aux urnes en se rengorgeant. En route, allons voter Crébandiol et Bounjean, c'est nous que je tenons à cette heure les massins de la charrue. J'allons la faire aller à Dia ou ben à U. Pas d'abstention. C'est votre idée qui vous appelle. Profitez de ce que j'en à le suffrage universel. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons pâturent dans les chaumes d'orge à belle goule et tranquille, sans songer qu'ils sont privés de le droit civil. Il y a monsieur Chose et il y a monsieur Machin comme candidat. Les électeurs n'ont pas les mêmes pares de lunettes. Ouais, votre épouse là. Ben moi j'y voterai pas, c'est une foutue crapule. C'est un gars qui est honnête, c'est un partageux, c'est un cocu. C'est pas vrai. On dit qu'il fait élever son fils chez les curés. C'est un blanc. C'est un rouge. Qui disent les électeurs. Les aveugles se chamaillent à propos des couleurs.
Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons se foutent un peu que le gardeux est non Paul ou ben Pierre, qui soit noir comme taux pour rouquin comme carotte. Ils brument, ils bêlent, ils gloussent, tout comme les gens qui votent. Mais ils savent seulement pas ce que c'est que gueuler « Vive monsieur le maire ». Les élections sont terminées, comme qui dirait que v'là les couvrailles faites et qu'on attend la moisson. Faut que les électeurs tirent écus blancs et jaunets pour les porter au percepteux de le canton. Les petits ruisseaux vont se perdre dans les grands fleuves du budget, où ce que les malins pêchent, où ce que naviguent les gros. Les électeurs font leur corvée, cassent des cailloux sur la route, où ce que le représentant passe en carrosse avec des chevaux qui se font un plaisir les sales rosses de se mettre de la crotte à mesure que le peuple souverain balaie. Les vaches, les moutons, les ouets et les dindons. Pour le compte aux fermiers se laissent dépouiller de le œuf, de le laine, de le lait, aussi bien que s'ils avaient pris part aux élections. Boum, v'là la guerre, v'là les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs avec le gars vont terper les champs de blé, où ce qui moissonneront pas. Feu, qu'on a dit, et ils font feu. En avant, marche, et tant qu'ils peuvent aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent ce qu'on le pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des pernes quand le vent secoue les peurniers. Et les morts s'entassent. Et dessous eux, elles s'en coulent comme du vin quand 3-4 pungs solides serrent la vis au perçué. V'là du pâté. V'là du pâté de peuple souverain. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons, pour le canton fermier, se laisse kerver la pio tout bonnement, bon Dieu, sans tambour ni drapio. Et v'là pourtant, les bêtes, elles se laissent pas faire des fouets. Des coups, le tosio encore ne le saigneux de l'abattoir. Mais les pauvres électeurs, c'est pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.